Salut à tous et bienvenue sur une chaîne où absolument rien n'a changé depuis la dernière vidéo. Par les couettes de l'araignée Andere. Et comme on a beaucoup de choses à dire et pas du tout assez de temps, on part tout de suite. Aujourd'hui, on bouffe du Guilty Crown. Générique. Ça manquait d'un petit peu de tabasco. Aremu no kami-sama ga mejiru. Hajime! Donc, Guilty Crown, en français la couronne de la culpabilité. Culpabilité de quoi? M'avoir littéralement filé la chiasse. Je pense honnêtement que les actions Lotus ont dû gagner 30% de leur valeur durant mes semaines de visionnage. Et donc un animé en 22 épisodes du studio Production IG, les mecs qui ont fait tout ça, et datant de 2011. Il est avant tout intéressant de noter que, contrairement aux œuvres étudiées dans les épisodes précédents, Guilty Crown est un animé original, et non pas une adaptation d'un quelconque manga. Et c'est très important, donc vous gardez ça dans un coin de votre tête, on va en reparler. Guilty Crown fait donc partie de cette grande famille, dans laquelle je citerai, pour différentes raisons, Elfen Lied et SAO, des animés à polémique, qui clivent l'opinion en deux entre ceux qui crient au génie, et ceux qui voient ces œuvres comme des étrons dans un pédiluve. Pour Guilty Crown, c'est exactement le cas. On a d'un côté les fans qui portent l'animé en chef-d'œuvre mature et dramatique, et d'un autre côté, les autres qui le considèrent comme un des grands naufrages de la Japanimation. L'anime est également célèbre pour s'inspirer de façon parfois pas très catholique d'autres animés. Voyons ce qu'il en est par nous-mêmes. Guilty Crown, c'est donc l'histoire de Shu. Oma Shu. Vous allez adorer Oma Shu. Un jeune lycéen japonais de 17 ans qui a pour principale activité de monter des clips musicaux. Ce mec passe son temps à faire des vidéos. Ça m'énerve déjà. Shu évolue dans un Japon futuriste et post-apocalyptique après qu'un virus mystérieux se soit répandu en l'an de grâce 2029 et ait forcé le Japon à passer sous la tutelle d'une coalition internationale, le JHQ, qui, sous prétexte de maintenir la pandémie éloignée, se permet quelques entorses aux droits de l'homme et à la convention de l'originalité scénaristique. Un jour, alors qu'il s'isole pour pratiquer son art occulte dégueulasse, Shu tombe sur Inori, ce qui lui fait un choc puisque... Stop, je refuse de continuer cette review tant que ce personnage ne sera pas habillé. Inori, on en a déjà parlé, tu as un problème, il faut que tu mettes des vêtements. Regardez-moi ça, on dirait qu'elle a enfilé une de ces putains de bandes dont on sert pour faire de la musculation. Bref, il est surpris car il s'agit là de sa chanteuse préférée / de son fantasme. À peine ont-ils le temps d'échanger les quelques lignes d'un dialogue tellement insipide qu'il me laisse penser que quelqu'un avait enfermé les responsables du script aux toilettes, que les méchants, Akokuku, débarquent, molestent Inori, puis la kidnappent, et Shu ne fait absolument rien. Ils sont en train d'enlever ton idole sous tes yeux et tu réagis même pas? C'est complètement lâche. Ok, finalement tu commences à m'être sympathique en fait. Conscient que s'il ne bouge pas, l'intrigue de la série ne pourra jamais démarrer, ce qui serait vraiment dommage, hein. Shu part remplir la mission d'Inori à sa place et rencontre le groupe auquel elle appartient, les Undertakers et leur leader, Guy, qui incarne le patriotisme japonais et la résistance face au GHQ. Là encore, à peine ont-ils le temps d'échanger les politesses d'usage que les méchants, c'est nous les méchants, commencent à sécuriser le quartier en appliquant la fameuse technique du « c'est mort, ça peut plus mourir ». Shu se retrouve donc en pleine bataille autour de laquelle il se voit injecter par accident le mutagène qu'il transportait depuis le début, qui a pour nom Void Genome et qui lui confère le pouvoir des Voids. Basiquement, ça consiste à extraire des gens un objet qui est censé symboliser leur cœur. Et la plupart du temps, ça permet de disposer d'une arme. Il s'en sert pour battre les méchants et de ce fait devient membre des terroristes, qui comptent sur cette nouvelle pièce maîtresse dans leur rang pour combattre le GHQ et pourquoi pas rendre au Japon sa liberté. Est-ce que j'ai dit qu'il y avait des similitudes avec Code Geass? Avant que l'un d'entre vous ne crie au plagiat éhonté, on va passer aux personnages, et notamment le protagoniste, Shu. C'est un type normal, il
est pas particulièrement courageux ou fort et à part son pouvoir, ne possède pas grand chose pour se heurter à la banalité du scénario. Pouvoir qu'il rechigne pas mal de fois à utiliser car il base la plupart de ses décisions sur le potentiel ressenti que les autres pourraient lui porter. C'est pour cela qu'il me fait d'ailleurs beaucoup penser à ce bon vieux Shinji Ikari. Et c'est aussi pour cela que pas mal de personnes qui n'aiment pas la série ne l'aiment pas en partie à cause d'un protagoniste aussi faible. Je pense qu'au contraire, la plupart de ses faiblesses en font un héros réaliste. Pas forcément passionnant, mais réaliste. Et il y a plus intéressant. J'ai lu sur internet à plusieurs reprises que des gens avaient des théories sur Shu, et sur le fait qu'il souffre potentiellement d'une forme d'autisme ou d'un quelconque trouble mental. Théorie soutenue par les premiers épisodes où Shu nous partage ses difficultés à vivre en société et à comprendre les sentiments des autres. Et ça, je trouve ça méga intéressant. Ensuite, il y a Inori. Ah ok, c'est là où je commence à devenir violent. Elle est donc membre de la Résistance et chanteuse du groupe Égoïste. 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 Et Inori, c'est la mort cérébrale, quoi. C'est au travers de ce personnage que j'ai compris que j'avais un problème avec les personnages apathiques. Attention, ici, l'apathie d'Inori se justifie tout à fait par le scénario. Mais juste... je peux pas, quoi, on dirait un putain d'androïde. Si vous voulez faire une série live d'ailleurs, les gars, cherchez plus, hein. Marion Cotillard a déjà bien cerné le rôle. Je peux juste pas m'empêcher de voir ça comme une putain de facilité d'écriture. Chou, j'ai faim. Chou, j'ai froid. Chou, je t'aime. Chou, j'ai une hémorragie rectale. Enfin, Gay... Aïe, le leader de la résistance est Mr. Babilis, représentant officiel en fer à lisser. Personnage qui est censé être le beau gosse ténébreux de la série. Alors que je suis désolé, mais tout ce que je vois, moi, c'est le chevalier bleu des Mew Mew Power. Alors, je suis pas non plus un grand fan de ce personnage, et je parle pas uniquement du fait qu'on a l'impression qu'il sort en permanence de sa salle de bain. Il est le chef des Undertakers, et honnêtement, je trouve qu'il nous prouve au cours de la série, et à plusieurs reprises, qu'il n'est pas un très bon leader. Et plus emmerdant encore pour fomenter un coup d'état, je trouve que c'est un mauvais stratège. Alors ils essayent de compenser ça en faisant dire au personnage « Waouh, ses plans sont géniaux, il avait tout prévu depuis le début ». Mais il avait prévu quoi là, au juste que les méchants allaient braquer leurs armes sur lui s'il montrait sa tronche? Waouh, c'est vraiment un putain de mentaliste. Je pourrais passer des heures à vous dire pourquoi sa scène d'introduction est symptomatique de l'échec du personnage. Mais pour résumer, je dirais que ce personnage souffre du même manque de charisme qui frappe tout le casting. Les personnages ne manquent pas de personnalité, juste de ce petit quelque chose qui me donnerait envie de m'intéresser à leur sort. Ce qui fait que j'en ai juste rien à battre. D'ailleurs, ça me fait penser que je vous ai pas reparlé des Voids, qui sont pour moi l'outil de simplification de création de personnages absolu. Les Voids se matérialisent en un objet censé représenter la personne, et à partir de là, c'est super simple. Un bandage pour la fille qui se préoccupe de tout le monde, une caméra pour le voyeur, une arme à 2 lames pour le traître, et une très longue épée pour Inori parce que... Sérieusement, je suis le seul à trouver ce pouvoir qui permet de matérialiser l'âme des gens en un objet complètement malsain? Tiens, grand-mère s'est endormie. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler son Void. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les antagonistes sont au même tarif. Déjà, c'est très compliqué de comprendre leur but, notamment parce qu'il n'y a pas de grand méchant qui chapeaute tout pendant une bonne partie de l'animé. Et puis, à de rares exceptions, je ne les trouve pas convaincants. Genre ce méchant là, qui est sûrement un des personnages les plus ridicules de la série, et qui s'appelle Daryl le sanguinaire. Chère production IG, auriez-vous pu trouver un nom plus éloigné du physique de ce personnage? Et là, c'est quoi? Wendy la nécrophage? Mais puisqu'on en est à parler de personnages, vous vous posez peut-être une petite question. Comment fait-il pour avoir des cheveux aussi soyeux? Pourquoi ce crétin me parle de Guilty Crown dans une émission qui s'appelle Ma vie est un harem manga, alors que Guilty Crown n'est pas un harem? Justement, parce que ce n'est pas un harem. Mais que ça y ressemble beaucoup. Si vous me le permettez, ça fera 10 €. J'emploierai l'expression de quasi-harem. Beaucoup d'éléments peuvent faire penser à un harem. Déjà parce que Shu a un environnement majoritairement féminin.
Et ensuite parce que l'histoire de la jolie fille qui sort de nulle part et qui grille l'ami d'enfance, ça vous rappelle rien. Mais ce qui m'a le plus fait penser à un harem, c'est la répartition psycho-sentimentale. Pour mieux comprendre, j'ai réuni les 6 personnages qui forment l'entourage le plus direct de Shu, et on va leur attribuer une incarnation sentimentale. Dans Guilty Crown, et je trouve ça plutôt bien fait, les personnages de l'entourage de Shu incarnent chacun une facette de sa personnalité. Are représente la compassion et le désir d'aider les autres, Yahiro représente la tentation d'égoïsme, Ayase représente la volonté de s'en sortir et de se battre sans aide, Suta cristallise les difficultés sociales de Shu, Inori représente son amour et plus largement son lien au monde, et Guy représente l'autoritarisme, mais aussi le fait d'utiliser les mauvaises méthodes pour arriver à son but. Vous remarquez quelque chose? Laissez-moi vous aider. Pirikana Paporina Pekelato Pepelato apparaît, ligne magique. Les bons côtés de Shu se reflètent dans les personnages féminins qui l'accompagnent, tandis que ses côtés négatifs le poussent à un moment ou à un autre de l'aventure à s'opposer et à triompher de son entourage masculin. Mais bon, pour autant, ce n'est pas un harem à part entière, hein, parce qu'il ne respecte pas plein de règles propres au genre du harem, et tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de romance en fait. 2 occasions se présentent au cours de la série. La première ne peut se réaliser et je ne peux pas vous dire pourquoi sans spoiler, et la deuxième, celle avec Inori, ressemble à ça. Je t'aime pas. Ah, maintenant je t'aime. Pour tout vous dire, cette chronique a été assez difficile à écrire, parce que pendant toute la première partie, je savais que je n'aimais pas cet animé, mais j'étais incapable de dire pourquoi. Et c'est là que j'ai compris que la première bataille que perd Guilty Crown, c'est celle des détails. Vous savez, ces petits détails qui paraissent anodins mais qui fondent ce que j'appelle la justesse de ton, et distinguent donc une œuvre lambda d'un chef-d'œuvre. Un exemple tout con. Dans Code Geass, le louche apprend le fonctionnement du Geass en s'en servant sur une étudiante et en expérimentant. Dans Guilty Crown, les rebelles apprennent à Shu tout ce qu'il a à savoir sur son pouvoir, et quand personne ne connaît la réponse, on lui répond que c'est magique et que personne ne le sait. Et pour que vous puissiez bien comprendre mon énervement à propos de cet animé, j'ai pris 5 exemples, sans ordre particulier, de détails énervants. Numéro 1. Dans Code Geass, pour aider les Black Knights, il y a quelques opératrices qui assurent la transmission des infos tactiques, ce genre de mission. Dans Guilty Crown, on a une loli en combi moulante avec des oreilles de chat qui fait du Dance Dance Revolution pendant les missions et qui montre son cul dans les 2 génériques. Vicious Fatality. Numéro 2. À un moment de la série, Shu est capturé puis relâché par les méchants après avoir passé un marché avec ce type. Qu'est-ce que c'est que cette gueule, mec? Tu t'es fait agresser à la sortie d'un concert de Violetta? Soyons pas méchants inutilement, c'est largement le meilleur personnage de la série. Il est donc relâché à la condition qu'il emmène avec lui ce stylo, qui est en fait une balise GPS sur laquelle est loqué un satellite de destruction massive, alors qu'il raconte à Shu qu'il s'agit d'un simple récepteur qui ne se déclenchera que s'il appuie sur les boutons. Et Shu va garder ce stylo pendant quelques épisodes. Messieurs les méchants, vous avez une balise GPS dans le camp ennemi et reliée à un satellite de la mort et y a pas un seul connard qui pense à s'en servir. Je veux dire au minimum à regarder d'où le stylo émet. Numéro 3. Dans Guilty Crown, il y a un épisode maillot de bain. Et rappelez-vous qu'il y a toujours un épisode maillot de bain. Toujours. Ah, l'épisode maillot de bain, l'occasion de voir le cast en tenue légère et de faire cette si gracieuse bonheur face. Dans la plupart des animes, on fait un épisode maillot de bain juste pour aller à la plage, parce qu'on vient de tomber sur l'océan. Mais non, nous, chez Production IG, on justifie scénaristiquement tous nos choix. Il y a un épisode maillot de bain, parce que les méchants ont construit leur base ultra secrète à 50 mètres de la station balnéaire. Bonjour, je cherche le bungalow Embrun de Corail, s'il vous plaît. Alors c'est très simple, vous sortez de la réception par la droite, vous longez les baraquements néo-nazis, vous continuez tout droit au stage des expérimentations génétiques, et c'est juste en face de l'enclos des chiens de l'enfer. Bon séjour. Numéro 4. La douleur. Les personnages de cet animé sont tous gravement masochistes. Que ce soit en combat ou quand Shu extrait un Void, les personnages ont mal et répondent à cette douleur par des micro-orgasmes. T'es tellement mal foutu qu'ils sont allés te mettre le point G dans l'annulaire, connasse! Ça, c'est pas de la douleur. Ça, c'est pas de la douleur. Regardez Guilty Crown, ça c'est de la douleur. Numéro 5. L'amnésie traumatique.
Et là, c'est un point qui me tient particulièrement à cœur parce que ça me fait péter des câbles. Dans un paquet de scénarios d'animé, l'amnésie intervient. Et j'y distingue les amnésies volontaires des amnésies involontaires. Les amnésies volontaires sont celles que je qualifierais de bonnes amnésies. Il y a un commanditaire, et la plupart du temps, puisque c'est magique, il y a aussi des règles qui limitent l'amnésie dans le temps ou sur son objet. En face, on trouve les mauvaises amnésies, qui sont 95% du temps des amnésies traumatiques. Et je suis vraiment désolé, mais je peux pas m'empêcher de voir ça autrement, comme une grosse flemme d'écriture de la part des scénaristes. Ils sont pas contraints, une amnésie traumatique, tu peux lui faire dire ce que tu veux, tu peux révéler son contenu quand tu veux, et c'est tellement simple comme réponse quoi. Ils sont beaux, mes flashbacks dont tout le monde se branle. Et vous pouvez trouver que je suis lourd sur ce point, mais si ça se limitait à un détail du scénario, je dirais rien, mais sans trop en révéler, dans Guilty Crown, c'est... Ah tiens, j'ai carrément oublié un membre de ma famille, et aussi le fait que j'ai passé 4 mois avec un autre personnage de la série. Cela fait maintenant quelques minutes que je tape sur Guilty Crown. Il faut rétablir la balance et préciser que bien évidemment, tout n'est pas à jeter. Déjà au niveau de la forme. C'est beau, mais genre vraiment beau. Les dessins sont fins, l'animation est fluide, le chara-design est propre. Oh attendez, ah oui, c'est quoi cet écart? Vous comptiez construire une voie de TGV à cet endroit-là? Les effets de particules sont léchés et les images fourmillent de détails. Prenez cette image sélectionnée par le plus grand des hasards et tentez vous aussi de trouver le détail caché. Vous l'avez trouvé? Regardez, là, au premier plan, il y a un élastique devant cette paire de seins. C'est fou ce qu'on peut voir avec un peu d'attention. Autre élément moins souvent mentionné, la mise en scène des combats est excellente. Je pense surtout à une scène où des tirs et des explosions de missiles sont synchronisés avec la valse des fleurs de Tchaïkovski. En un mot, magnifique. Bref, sur le plan graphique, c'est un sans faute et rares sont les animés qui, aujourd'hui encore, peuvent le concurrencer. Sur le plan sonore, c'est aussi du très bon. Je ne suis pourtant pas un inconditionnel des deux openings. C'est surtout l'OST qui est excellente et dans laquelle chaque morceau, en plus d'être d'une qualité irréprochable, colle parfaitement au moment de la série dans lequel il apparaît. Et plus incroyable encore, je dirais qu'il y a quelques bonnes idées de scénario. Ah si, je vous jure, je suis pratiquement sûr que c'est moi qui ai rédigé cette chronique. Je pense notamment aux nombreuses petites traîtrises au début de l'animé, comme lorsque Inori fait semblant d'avoir des sentiments pour Shu pour en fait se servir de lui. Ou bien encore au système de classement qui interviendra à un moment de l'animé et qui discrimine les individus selon la puissance de leur voids. Parce qu'il faut bien dire qu'à un moment, oui, il y en a qui ont des bons pouvoirs de merde. Les quelques points positifs, c'est fait. Pour terminer, on va parler du gros point faible de l'animé, le fond et le développement du scénario. Alors... présentez la lame à la base du poignet et descendez en pratiquant de courtes incisions longitudinales. Ah, finalement, c'est pas si difficile de se scarifier. Bon, commençons par le fond. Il y en a pas. Bon, je troll un peu. Il y a des tentatives de créer du fond. Seulement, l'anime s'engage dans tellement de thématiques dans tous les sens qu'il n'arrive jamais à en développer une seule en entier. En même temps, vous attendiez à quoi de la part d'un anime qui parle de météorites, de mechas, de coups d'état, d'évolution des espèces, de virus de l'apocalypse, de changements génétiques et d'anciennes divinités hébraïques? Et est-ce que je vous ai dit qu'il y avait un trip avec des références bibliques? Bien sûr que non, je vous en ai pas parlé parce que tout le monde s'en tape. La somme de la moitié des thématiques est déjà indigeste. Vous croyez vraiment qu'il reste de la place pour le Nouveau Testament? Et pour finir, le scénario. L'animé se découpe en deux parties principales et pour dire ça simplement, la première partie c'est chiant, la deuxième partie c'est n'importe quoi. La première partie correspond à la découverte des pouvoirs de Shu et à son combat dans la résistance et c'est... toujours la même chose pendant 13 épisodes en fait. Et comme la construction des personnages est assez bancale, on n'en a pas grand chose à taper. D'ailleurs, dans le genre paradoxe, je vous dis que cette première partie est ennuyante, mais je considère que scénaristiquement parlant, la fin de cette première partie pourrait clôturer l'animé. Bon, une bonne partie des problèmes n'est pas encore résolue, mais la trame principale trouve une conclusion. And then came the second part. Alors, pour ceux qui ne veulent pas se faire spoiler, on se retrouve à ce moment. À toutes. La seconde partie est une dose croissante de désespoir en termes d'écriture. Suite à la mort de Guy, qui survient à la fin de la première partie, la petite bande se retrouve enfermée dans le lycée de Shu, sous menace d'extermination. Mais suite à de fâcheux événements, Are, l'ami d'enfance / love interest secondaire, meurt, ce qui a pour effet de transformer Shu en tyran despotique abusant de la force des Voids. Attendez, c'est pas du développement de personnage ça, c'est un demi-tour sur l'autoroute. Vous avez passé
15 épisodes à m'expliquer que ce type était aussi utile que des tétons sur une poitrine d'homme, qu'il était la scoliose sur la colonne vertébrale de la badassitude, et maintenant vous essayez de me faire croire que c'est un mix entre Joseph Staline et Hannibal Lecter? Cet animé n'a pas d'âme, cet animé ne me respecte pas, cet animé me... Voix nue dans les ténèbres. Désolé. Bon, après le distrayant épisode de dictature, on arrive à la fin. Ah, la fin. Tout le monde le sait, écrire une fin, c'est difficile. N'est-ce pas, hein, saleté, va. Je pense que les producteurs ont réalisé la fin de Guilty Crown dans un esprit du style « Ok, on passe la 5e, on bloque l'accélérateur et tant pis s'il y a des murs, YOLO !» La fin est un abroglio complètement incompréhensible d'événements. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'un des points positifs de l'animé était les nombreuses trahisons du début du scénario. Mais là, ça devient un défaut majeur. Je comprends plus qui est avec qui ou contre qui, je comprends même pas les motivations de chaque personnage. En fait, regardez la fin de cet animé, ça ressemble principalement à ça. Hein? Quoi? Comment? Non, mais c'est pas possible, Qu'est-ce que ça fait là, ça? Pourquoi c'est un méchant, lui, maintenant? Mais lui, là... Oui, toi, je t'ai vu mourir au moins 2 fois dans la série. Comment tu peux être encore là? Mais t'étais pas censé être avec eux, toi? Nani? Il lui arrive quoi, lui? Mais t'es qui, toi? Ça fait plusieurs épisodes que t'es là, je sais toujours pas. T'es qui? Tu veux quoi? Je vous jure que j'ai vu ce mec-là mourir au moins 2 fois. Oh, bordel de merde. Et quand on arrive à la fin, on n'a pas la réponse à la moitié des questions qu'on s'est posées. Moi par exemple, je me demandais sérieusement ce qui se passait à l'extérieur du Japon. Parce que la seule fois où on voit l'extérieur, c'est les Nations Unies qui sont en mode « Allez, balancez-leur un 2e Hiroshima dans la gueule à ces connards de Nippon, ça leur apprendra à être malades !» À vrai dire, je ne trouve pas de meilleure métaphore pour décrire l'écriture de Guilty Crown que 2 gamins qu'on aurait laissés seuls dans une cuisine toute une après-midi et qui se seraient fait un méga sandwich Nutella, bonbons, sirop d'érable, crème de marron, et qui à la fin de l'après-midi n'en auraient pas mangé un quart. Guilty Crown, c'est exactement la même chose. Ils ont rempli leur animé à ras-bord à cause d'un cruel manque d'inspiration, et n'ont pas réussi à consommer le quart de ce qu'ils ont mis dedans. Au début de la vidéo, je vous ai dit de garder dans un coin de votre tête que c'était le premier animé qui n'était pas une adaptation auquel on avait affaire. C'est maintenant que ça prend son sens. Or, cela rend, à mon sens, les incohérences, les vides scénaristiques et la mauvaise écriture de la fin encore plus inexcusables. Dans une adaptation, les problèmes d'écriture peuvent venir du matériau de base, qui, la plupart du temps, est pensé par une seule et même personne, ou même de la transposition. Or ici, l'animé entier est produit ex nihilo, et l'écriture prise en charge par entre 2 et 4 personnes, qui ne sont certainement pas des incompétents pour au moins 2 d'entre eux, puisqu'ils ont travaillé sur un paquet d'animes dont... Code Geass. Oh tiens, c'est rigolo ça. Et parce que je suis bien plus un amoureux du fond que de la forme, et bien que j'aimerais sincèrement qu'il n'en soit rien, je ne peux pas m'empêcher de détester Guilty Crown. Mais que vous soyez un fan ardent de cet animé, ou comme moi, un peu plus refroidi, n'oubliez pas ceci. L'animé ne ferait pas autant de bruit s'il ne possédait pas un véritable potentiel. Sinon ça serait comme Campion et personne n'en aurait rien à battre. À vrai dire, il y aurait encore un paquet de choses à dire sur Guilty Crown. C'est pour ça que je vous invite à donner votre propre avis dans les commentaires. Et comme je pense qu'avoir plusieurs avis est toujours plus sain, je vous invite à aller consulter ces 2 vidéos. Phew. Ah, on s'en est plutôt bien sorti finalement, je pense. Dieu Achem. Ah tiens, Ludwig. T'as pas vu beaucoup lors de cet épisode? Il y a plus important, je crois que tu es atteint d'une amnésie traumatique mal scénarisée. Je crois pas, non, ça va plutôt bien, j'ai même réussi à terminer l'épisode sans m'énerver. Il y a des passages de l'animé qui ont été comme effacés de ta mémoire. Ah, mon Dieu, mais cette statue a raison. Qu'est-ce que tu proposes? Il nous faut une méthode de résolution mal scénarisée. Ok, ça me va. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je te montre ça? C'est pas le mec qui vend des cuisines à la télé? Yawol, et ça? Oh, on avait déjà dit qu'on parlerait plus de ces vacances-là, Ludwig. Et là? Non mais tu sais, je pense que ça sert pas à grand chose, tout simplement parce que... Famille? Famille... Syllogisme. Oh, je crois que ça me revient. Alors, fuck my life.